Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'histoire, de religion et de politique. Voilà. Donc, c'est un article qui est sorti sur Atlantico et c'est l'historien George Ben Swan, ou Swan qui, voilà, qui nous donne son avis et il a écrit un livre sur les origines du conflit israélo-arabe. Voilà, truc assez basique. Jean-Luc Mélenchon participe de l'authenticisme fascisme de gauche qui recrute chez les intellectuels politarisés en plein ressentiment. Voilà, donc c'est celui-là. Voilà. Donc, grand entretien. Donc, Georges Ben Soussan, voilà. Dans la pensée arabo-musulmane, il est inconcevable que des juifs censés rester d'éternels soumis puissent commander des musulmans. L'État d'Israël est donc une anomalie à faire disparaître. Il reprend exactement les mots que j'avais moi-même dit dans ma vidéo sur le Coran. Donc le Coran et Mahomet égale du flanc, pas d'interrogation. Au final, on se rend compte que oui, mais bon, voilà, allez voir ma vidéo pour mieux comprendre. Et donc voilà. Donc on va commencer ce qu'il dit. Donc c'est la première partie d'un grand entretien avec l'historien qui avait tiré la sonnette d'alarme sur la montée de l'islamisme et le délitement démocratique français dans les territoires perdus de la République il y a déjà 22 ans. J'ai eu un petit problème, mais on se retrouve... voilà. Donc, la seconde partie de cet entretien sera à retrouver sur Atlantico ce lundi. Donc, Jean-Sébastien Ferjou, une grande incompréhension s'est installée en Israël entre l'Israël et l'Occident, où cohabitent aussi bien manifestants pro-palestiniens et militants anti-sionistes d'opinion publique silencieuse qui soutiennent malgré tout l'État hébreu à plus ou moins 80%. Comment analysez-vous ces différentes strates des opinions occidentales ? Donc, l'historien répond. Ce qui est frappant dans cette situation, c'est le décalage entre les minorités actives et la masse de l'opinion. Les manifestations pro-palestiniennes, qui ne sont pas forcément massives comme celles de Londres, l'occupation de certains lieux universitaires comme Sciences Po Paris et l'ENS des groupes minoritaires, mais qui imposent leurs lois du fait du silence du plus grand nombre, couplé à la lâcheté des autorités. Les mots sont dits. C'est frappant en deuxième lieu le décalage entre des opinions publiques qui soutiennent assez majoritairement l'État d'Israël, en dépit des 8 mois de guerre, et d'un parti pris médiatique globalement anti-israélien, en particulier dans l'audiovisuel public, qui est devenu en France, pour certaines émissions notamment France Inter, une machine militante qu'on sent désormais sans retenue. Ce qu'a montré une récente enquête reprise le 25 mai 2024 dans un article du Figaro. Ce qui est frappant aussi, c'est le fossé entre un discours médiatique souvent dominé par le gauchisme culturel et sa déclinaison woke et la masse d'une opinion sur laquelle un discours n'opère plus. Or, quand une parole publique n'a plus d'impact, comme c'est le cas avec le pouvoir exécutif, par exemple la parole d'Emmanuel Macron, qui, quoi qu'il dise, semble désormais tourner à vide, alors que le quinquennat est loin d'être terminé. Mais comme c'est aussi le cas avec les discours des médias publics, ce qui montre que nous sommes dans une situation où le pays légal devient une terre étrangère au pays réel, pour reprendre une vieille distinction. La partialité du service public d'information est désormais un fait notoire et quasiment un scandale d'État lorsqu'il s'agit d'argent public. La morgue montrée par les syndicats de France Radio face aux enquêtes récentes me fait penser
à l'aveuglement des privilégiés à la veille de la Révolution. Il semble ne rien comprendre au nouveau monde qui émerge, déconnecté des réalités du pays, voire pour certains d'entre eux enfermés dans un autisme méprisant, qualifiant toute remise en cause d'extrême droite, annonçant le retour des heures sombres de notre histoire. Alors, ça, il nous le rabâche tout le temps. On ne comprend pas pourquoi cette poussée de fièvre due à la Palestine, si on la déconnecte du poids de l'immigration arabo-musulmane et des groupes de pression qu'elle a réussi à mettre en place depuis une quarantaine d'années, islamistes ou non. C'est pourquoi ces manifestations des étudiants aussi bien américains qu'européens n'ont rien de spontané. Elles sont téléguidées en particulier par une association née aux États-Unis il y a plusieurs décennies déjà, Students for Justice in Palestine. Redoutez-vous que de malaise, cette incompréhension se transforme en divorce franc? Bien évidemment, on peut redouter que tout cela aboutisse à un divorce, autant qu'avec la religion de la Palestine, on est déjà davantage dans le domaine de l'affect que dans celui de l'analyse. Or, en la matière, tout dans le conflit israélo-arabe, israélo-musulman, c'est mieux, voilà, tend à capter la sympathie et la compassion envers le plus faible, bombardé depuis plusieurs mois et privé d'une souveraineté nationale. Oui, mais enfin, par qui? En face, l'État d'Israël, en dépit de l'agression dont il a été objet le 7 octobre, apparaît comme une puissance militaire d'importance qui dispose d'une souveraineté étatique. Dans le monde manichéen du bien et du mal, du faible et du fort, l'État d'Israël apparaît comme le puissant et l'agresseur. Plus encore, dans la culture woke, c'est le degré zéro de la pensée où le monde est reclus dans le seul prisme réducteur du dominant-dominé. Le signe juif, sous la forme de l'État d'Israël, représente le monde blanc, riche et colonisateur. Ouais, le cisgenre hétéronormé et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc, jusque-là, si j'ai bien compris, il fait le lien entre ce que beaucoup font, le lien entre l'islamisme, le mouvement pro-Palestine et le wokisme. Voilà. Tout ça s'imbrique dans un seul truc. Chacun y trouvant son compte. Il faut un long travail d'explication pour montrer que la réponse à une organisation qui explique qu'elle veut vous extirper de la religion, comme le montrent plusieurs articles. Cet article n'a aucun sens. Il manque de la ponctuation. Alors, il faut un long travail d'explication pour montrer que la réponse à une organisation, virgule, qui explique qu'elle veut vous extirper de la région, comme le montrent plusieurs articles, de sa charte. Il manque des mots, il manque des... Qui c'est qui a écrit ça? Vous place dans une situation de légitime défense, face à un ennemi déterminé, non à vous vaincre, mais à vous éradiquer, comme l'a montré... Pourquoi il manque un espace là? La vague de cruauté du 7 octobre. Il n'y a pas de réponse modérée. De même qu'il n'y avait pas de réponse modérée à opposer... Il manque un espace. À opposer aux nazis et à leurs projets délirants. La charte du Hamas est de nature génocidaire. Lisez-la dans ces deux versions, celle de 1988 et de 2017. Cela vous prendra 15 minutes. La destruction d'un État, et donc le massacre qui accompagnera probablement cette démolition, est
posément programmés. Voilà. On savait déjà que les faits ne pénètrent pas dans l'univers des croyances, comme l'écrivait Proust. Il faut ajouter, hélas, ah tiens, là ils mettent des virgules, que les analyses qui décryptent la complexité du réel ne veulent rien opposer aux images d'enfants bombardés et en sang, de civils errants, hagards et manquant de tout. Quand bien même votre ennemi est un modèle d'immoralité, quand bien même votre combat est légitime, vous serez classé dans le camp du mal et de l'injustice. Voilà, donc si j'ai compris ça, comme il le dit, le problème est que l'on accuse Israël de génocide et de massacre tout en niant le fait qu'ils ont été attaqués le 7 octobre. On dit que c'est une réponse disproportionnée et on les compare aux nazis. Alors qu'en fait, les nazis, c'est le Hamas. C'est eux qui veulent gercler de la terre d'Israël les Israéliens, justement. C'est comme si les Indiens d'Amérique, Apache ou Iroquois, revenaient dans leur territoire, d'accord, s'imposaient dans leur territoire, et que les Américains les chassaient et les persécutaient en disant non, non, c'est chez nous. Et que globalement, un peu de partout sur le globe, dans les grandes puissances, tout le monde applaudit et tout le monde soutient ça. Et justement, quand les Iroquois ou les Apaches se révoltent et arrivent à prendre le dessus, on leur dit « Ah, non, 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 mais dans ce cas-là, c'est vous les génocidaires. » Voilà, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Voilà, lisez la charte du Hamas, elle est de nature génocidaire. Voilà. Et comme il le dit, il le dit bien, quand bien même votre ennemi est un modèle d'immoralité, quand bien même votre combat est légitime, vous serez classé dans le camp du mal et de l'injustice. C'est vrai. La guerre entre Israël et le Hamas semble s'inscrire dans un espace-temps différent du monde postmoderne occidental. Culture du rapport de force et de l'honneur, appartenance clanique ou tribale, résistance devenue plus religieuse que nationale. Ce conflit est-il un vestige du passé ou la préfiguration d'un avenir qui concernerait tout l'Occident via la confrontation avec l'islamisme politique? Je dirais que c'est les deux. Ah ben voilà, les deux à la fois. Le combat mené par le Hamas réunit tous les éléments de l'islamisme auxquels nous avons affaire en France depuis plus de 10 ans. Sa charte fait loi, pas en fait loi, foi. En particulier l'article 31 qui ignore les réformes de l'Empire ottoman de 1856 et prône rien de moins que le retour de la Dima. Je sais pas ce que c'est. Sur ce plan-là, le combat des miliciens du Hamas est le cousin germain de nos islamistes français qui s'emparent d'une grande partie des communautés musulmanes du pays et de leur communication. Ouais. De toute façon, est-ce qu'il va dire que ça remonte à la guerre d'Algérie? En même temps, ce conflit est incompréhensible si on méconnaît la nature clanique de la société arabe de Palestine où la notion de nation n'a longtemps rien signifié. Une société qui fonctionne selon les appartenances familiales et tribales. C'est pourquoi toute institution qui a prétendu représenter la nation avant 1948 a échoué. Cette structure archaïque face à une société de type occidental, comme l'était la société juive israélienne,
est l'une des raisons de la défaite finale des Palestiniens. Alors, il en parle pas. Et le problème étant qu'il y a eu la guerre de... Il y a eu les... Est-ce qu'on appelle ça? Les croisades. Pour libérer le tombeau du Christ et tout, machin chose. Et après, ils se sont reposés sur eux-mêmes. Ils se sont reposés sur eux-mêmes avec l'Empire ottoman et tout, machin chose. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, auquel l'Empire ottoman a plus ou moins participé. Après, il y a eu la dislocation de l'Empire ottoman. Et il n'y avait plus du tout d'organisme pour fédérer le tout. Et c'est là que les Américains et les Russes sont venus à ramasser les miettes. Et alors, on vous dit oui, Ben Laden, oui, c'est lui qui est à l'origine de tout. Oui, mais le problème c'est que c'est pas les Américains qui sont à l'origine de tout. Certes, ils ont armé les Afghans, mais les Afghans en fait étaient révoltés parce que les Russes voulaient imposer une sorte de démocratie. Voilà. Ils voulaient imposer la démocratie et un régime communiste. Et surtout virer la religion, qui était très présente et qui faisait justement le ciment de la société. Le problème étant que les Afghans ne l'ont pas apprécié et du coup les chefs religieux ont pris les armes. Et du coup, quoi de mieux que se retourner vers l'Occident, puisque chute de l'URSS, donc voilà, il fallait un grand ennemi encore puissant, le grand vainqueur de tout ça, l'Amérique, et voilà. Ce qui a mené aux événements que vous connaissez. Voilà. Alors, que vous inspirent des responsables du culte musulman en France ou plus largement en Occident? Il est difficile d'apporter une réponse satisfaisante à cette question. Nul ne peut sonder les reins et les cœurs. On peut simplement déplorer qu'après le 7 octobre, les réactions des responsables musulmans aient été inexistantes ou tièdes, parfois même étranges. Sans oublier que bien peu nombreux furent les chefs de la communauté musulmane à rejoindre la marche contre l'antisémitisme le 12 novembre 2023. Je crois qu'il n'y en avait aucun. Mais il n'y a pas lieu non plus de s'étonner. Dans les années précédentes, plusieurs indices avaient montré combien sur certains sujets les responsables musulmans étaient éloignés de la communauté nationale. Cela étant, les responsables ne sauraient parler au nom de millions de musulmans qui vivent en France. On peut imaginer qu'un certain nombre refusent d'être représentés comme eux, comme on peut imaginer qu'un grand nombre de juifs ne se sentent pas représentés par les déclarations du CRIF ou du consistoire central. Ouais, enfin... Allez voir ma vidéo sur l'islam et sur Mahomet et le Coran, vous comprendrez mieux pourquoi c'est complètement lunaire. Voilà. Parce que le problème, c'est que les chefs du culte musulman, c'est eux qui détiennent plus ou moins le savoir, la connaissance, alors que la connaissance peut être retrouvée sur Internet. D'ailleurs, ça va être le sujet d'une de mes prochaines vidéos. L'athéisme et l'islamisme sont les fléaux de notre société moderne. Voilà. Pourquoi? Parce que les athées, l'athéisme en fait est revenu en bloc suite aux actions musulmanes, notamment les terroristes.
Le problème, c'est qu'ils appliquent la même méthode qu'ils ont pour critiquer l'islam que pour critiquer les autres religions, notamment la religion chrétienne catholique. Mais ils ne font pas la distinction entre les deux. Pour eux, c'est la même merde. Un jour, je ferai peut-être la compilation des plus grands athées, donc les plus grands satanistes en fait. Parce que c'est clairement ça. Ils disent combattre l'islam, mais ils combattent en même temps la vérité qui est la religion chrétienne catholique. Pourquoi alors, catholique et peut-être orthodoxe. Alors, le truc étant c'est que je ne connais pas pas très très bien la religion orthodoxe. C'est un peu compliqué. Voilà. Mais je sais qu'il y a plus de miracles dans la religion catholique que dans la religion orthodoxe. Néanmoins, puisqu'on ne fait pas la liaison, il reste le miracle de la flamme lors de la Pâque. Lors de Pâques qui sort du tombeau. Ça aussi, ça c'est autre chose. Enfin bon, je m'égare. Donc les Israéliens ont souvent l'impression de ne pas être compris et de voir leurs arguments rejetés, quoi qu'ils fassent ou disent. S'il est vrai que certains s'en moquent, tant qu'ils considèrent Israël qui serait un État colonial à détruire par principe, pensez-vous que le gouvernement israélien a sous-estimé l'impact des opinions mondiales, l'impact sur les opinions mondiales des déclarations ou actions de ces ministres d'extrême droite? Ouais. Non. En soi, ils font juste que se défendre. Enfin bon, on verra après. À l'évidence, les déclarations ou les actions de certains ministres, comme Ben Gvir et Smotrich, ne sont pas faites pour améliorer l'image de l'État d'Israël. Sur le plan intérieur, les gens sont en danger pour la cohésion nationale et pour le rapport avec les voisins. Il est probable qu'une grande partie de l'opinion israélienne aujourd'hui, y compris parmi ses anciens soutiens, estime que ce gouvernement aurait dû céder sa place après l'échec du 7 octobre. Ouais. Je rappelle qu'il se base quand même sur... comment il s'appelle George Bush. Avec les attentats en Amérique. Voilà. Et il n'a pas cédé sa place. Et au contraire, il a répliqué. C'est ce que fait... c'est ce que fait Israël. Et justement, on n'a jamais condamné les Américains parce qu'ils se sont défendus du fait d'être attaqués sur leur territoire. Mais là, on va reprocher à Israël de se défendre parce qu'ils sont attaqués sur leur propre territoire. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Alors, je rappelle que Goldar Meir avait démissionné au printemps 1974, moins de 6 mois après le traumatisme de la guerre du Kippour. Et sa responsabilité était bien moindre que celle de Netanyahou dans les événements du 7 octobre. La stratégie du chef du gouvernement vis-à-vis du Hamas s'est effondrée comme un fœtus de paille. Le prix 1160 morts le 7 octobre et 235 otages, des milliers de blessés et un traumatisme sans fin. Beaucoup pensent, quelle que soit la proportion, c'est difficile à dire, qu'il faudrait faire place à un gouvernement de consensus national dans un pays extrêmement fracturé sur les questions de fond qui touchent à la nature même de l'État d'Israël. Cela posé, faire de ce gouvernement le seul responsable de la vague de réprobation mondiale qui entoure en apparence l'État juif
est une version naïve. Si vous remontez dans le temps, en interrogeant des épisodes plus anciens, il y a 40 ou 50 ans, vous constaterez comment depuis les années 70 s'est cristallisée la réprobation qui entoure ce pays. C'était particulièrement avéré lors de la guerre du Liban en 1982. Cela tient à des causes culturelles profondes qui ne dédouanent évidemment pas l'État d'Israël pour la politique qu'il mène et les choix qu'il a fait au prétexte qu'il était condamné d'avance. Mais penser qu'il est condamné à cause de l'actuel gouvernement est réducteur. Oui, c'est vrai. Depuis sa fondation en 1948, sans même parler du monde arabo-musulman, la création de l'État juif a heurté de fond l'économie psychique du monde occidental, où les juifs, comme un peuple déchu de l'élection divine, devaient demeurer ce peuple errant et souffrant, stigmatisé, et dont la réprobation dont il était frappé confirmait le report du choix de Dieu, Israël selon la chair, à Israël selon l'esprit, versus Israël. En accord avec la théorie augustienne du peuple témoin en premier lieu de la véracité des Écritures, Ancien Testament, et plus encore témoin en second lieu de la vérité du message christique par le spectacle sans fin de sa déchéance. Ouais, alors je suis pas tout à fait d'accord. Mais d'un autre côté, l'histoire est un peu cyclique. Parce que par là même, est-ce que ce qui leur arrive aujourd'hui a déjà eu lieu en fait lorsqu'ils ont été déportés à Babylone, lorsqu'ils se sont éloignés de Dieu. Après, ça voudrait dire que c'est une punition divine. Et, n'étant pas Dieu, je ne peux pas juger si c'est une punition divine ou pas. En l'état actuel des choses, j'en sais rien. Je dirais que c'est... Pour ma part, je dirais que ce qui arrive à Israël est de la faute de l'islam. Ce paysage mental a façonné la culture occidentale, en dépit du lent processus de sécularisation de la pensée, de la laïcisation des comportements, commencé il y a plus de 2 siècles en Occident. Cette empreinte culturelle dans les cadres de la foi s'effrite, ils deviennent une empreinte culturelle, demeure assez puissante pour n'accepter qu'avec difficulté la restauration de la souveraineté nationale du peuple juif. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. Par surcroît, je ne connaissais pas ce mot. Sur la terre où le Seigneur était mis à mort, si l'on met de côté l'anthropologie culturelle et l'anti-judaïsme chrétien, on ne peut pas comprendre la puissante vague de réprobation qui entoure l'État juif, quoi qu'il fasse. La réprobation du signe juif n'a pas disparu avec la création de l'État d'Israël. Elle s'est déplacée du peuple en trop à l'État en trop. Si vous prenez les principaux schèmes de l'antisémitisme européen vers 1937-1938, les juifs faiseurs de guerre, comme dans le premier des 3 pamphlets de Céline Bagatelle pour un massacre, vous les retrouverez aujourd'hui intacts, mais transmutés sur l'État d'Israël, accusé d'être le fauteur de guerre régionale et peut-être demain une guerre générale. La création d'Israël, tout en constituant un bien pour le peuple juif, noté il y a une vingtaine d'années, l'historien britannique Ian Maccoby n'a donc pas résolu le problème de l'antisémitisme, mais l'a simplement recréé sous une forme singulière, insoluble. Je veux dire par là qu'au-delà de la critique objective dont l'État d'Israël, comme n'importe quel État au monde, peut faire l'objet,
on ne peut être frappé peut qu'être frappé par la disproportion dans les condamnations qui frappent ce pays, par l'avalanche de réprobation. Oui, parce que de tout. Pourquoi il sépare pas les mots? De tous les ordres, de tout ordre, comme les foules qu'il met en mouvement, alors même qu'après le 7 octobre 2023, il s'est engagé dans une guerre défensive et légitime. Il y a là, au premier abord, quelque chose qui frappe l'imagination, voire scandalise et peut faire parler d'immoralité. Mais le jugement moral n'aide pas à comprendre la peste émotionnelle qui entoure cet État. La disproportion des condamnations des Nations Unies, par exemple, peut d'abord scandaliser. Passé un certain seuil, elle confie au grotesque dès lors que, bien avant la Russie, la Chine, l'Iran, l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, la Syrie et tant d'autres pays, l'État d'Israël apparaît en matière de droits de l'homme comme un reposoir absolu. Qui peut croire à une telle énormité? Qui peut sombrer dans de telles niaiseries sans se ridiculiser? Sans même évoquer la majorité automatique des 57 pays musulmans, on reçoit également dans le monde occidental cette jouissance malsaine à voir les juifs ravalés au rang de leur ancien bourreau. Ce faisant, d'alléger autant la culpabilité de la Shoah, une situation que dans le monde juif, alors que la guerre n'est pas terminée, on avait résumé par ces mots: ils ne nous pardonneront jamais le mal qu'ils nous ont fait. Cette phrase est essentielle à qui veut comprendre l'irrationalité qui entoure le conflit en Occident. Enfin, dans le monde arabo-musulman, où le signe juif marqué par le statut de dhimmi doit demeurer soumis et dominé, il est inconcevable et impensable que les juifs puissent commander à des musulmans. Dans ce cadre mental, l'État d'Israël est un non-sens, une anomalie à faire disparaître plus vite. C'est ce qu'écrivait récemment l'un des meilleurs spécialistes de l'islam dans la langue arabe de l'université hébraïque de Jérusalem, Meir Bar Asher. Les juifs n'ont pas le droit de dominer les musulmans, quel que soit le lieu où la première fois dans l'histoire de l'islam sous domination juive constitue donc une anomalie intolérable. Voilà. Et je crois que cette dernière phrase résume tout. Voilà. Les juifs n'ont pas le droit de dominer des musulmans, quel que soit le lieu ou le temps. À leurs yeux, la souveraineté de l'État d'Israël ou des musulmans sont pour la première fois dans l'histoire de l'islam sous domination juive, constituent donc une anomalie intolérable. Voilà. Par conséquent, je vais revenir juste. Voilà. Donc en fait, le problème d'aujourd'hui, le problème d'aujourd'hui en fait se pose à cause de l'islam. À cause de l'islam et à cause de l'athéisme. Et donc de la gauche. Parce que la gauche a commencé par imposer la laïcité, mais au lieu que ce soit quelque chose de bien défini, la laïcité a été créée contre la religion chrétienne, catholique. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On voulait bouffer du curé. C'est simple. Les curés de campagne étaient mal vus et les églises, il fallait les démolir. Voilà. C'est ce qu'on appelait les laïcars. Le problème étant qu'aujourd'hui, ces mêmes laïcars font un rétro-pédalage
Mais ils soutiennent aveuglement l'islam, puisque l'islam combat les chrétiens. Et donc voilà. Ils ne s'intéressent pas au texte, ils ne s'intéressent pas aux faits. Pour eux, c'est simple. Ils se rejoignent dans un combat idéologique contre les juifs et contre les chrétiens. Voilà. Et il est là le problème. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet article dans les commentaires. C'était Kay et je vous dis à une prochaine fois.